Dans le module 4, on va voir notre première méthode d'estimation de façon à venir calculer la probabilité de défaillance dans le contexte d'une composante. Donc, cette méthode d'estimation, ça va être une méthode numérique qu'on appelle l'échantillonnage Monte-Carlo. Donc, faisons un petit rappel de la nomenclature de notre problème de fiabilité. Donc, tout d'abord, on va voir x gras qui va être notre ensemble de variables aléatoires. On a n variables aléatoires, donc un nombre arbitraire. On va avoir f de x qui va être la densité de probabilité de ce vecteur de variables aléatoires, ou cet ensemble de variables aléatoires. G de x, ça va être ma fonction d'état limite. Donc, rappelez-vous, G de x a comme propriété qu'elle va donner des valeurs qui sont positives si je suis dans mon domaine de survie, négatives si je suis dans mon domaine de défaillance. Et on va avoir oméga qui va être mon domaine de défaillance. C'est-à-dire, ce sont toutes les valeurs possibles de x telles que g de x est plus petit ou égal à 0. Okay? Donc ça va représenter mon domaine de défaillance. Donc, graphiquement, on a la représentation ici. Donc, j'ai x1, x2, donc j'aurai deux variables aléatoires dans cet ensemble-là. La surface ici, ou le contour, ça va être ma densité de probabilité conjointe. On a les densités de probabilité marginales pour chacune de mes variables. J'ai ma surface d'état limite, c'est-à-dire l'intersection entre g de x et le plan 0. Donc, la frontière entre mon domaine de défaillance et mon domaine de survie. Donc, j'ai mon espace oméga ici qui est mon domaine de défaillance. Et ce qu'on cherche à faire avec la fiabilité, ça va être d'intégrer cette densité de probabilité conjointe sur le domaine qui correspond à mon domaine de défaillance, mon domaine oméga. Donc, c'est ce qu'on veut faire ici avec l'échantillonnage Monte-Carlo. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsque mon ensemble de variables aléatoires est en grande dimension, donc beaucoup plus grand que 2 par exemple. Donc dans ce cas-là, il sera à la fois plus possible de tracer ma densité de probabilité conjointe, donc ce sera plus possible de la visualiser, et il sera également plus possible d'intégrer analytiquement en plus de 2 dimensions. Donc ici, la solution à ce problème-là, c'est de faire quoi? Soit des approximations analytiques pour mon intégration. Donc c'est ce qu'on va voir dans les modules suivants avec Form, FOSM et SORM. Mais avant de voir ces méthodes analytiques, on va voir une méthode qui est encore plus intuitive, soit l'intégration de type Monte-Carlo. Donc au final, l'intégration qu'on va voir ici ensemble, c'est très simple, c'est très intuitif. Okay? Donc imaginons qu'on vient tirer des échantillons dans ma densité de probabilité conjointe. Donc ça, c'est les points qu'on voit ici. Donc ma probabilité de défaillance peut être estimée comme étant simplement le ratio entre le nombre de ces réalisations-là qui tombent dans mon domaine de défaillance divisé par mon nombre total de réalisations. Okay? Donc c'est très simple et très intuitif cet échantillonnage Monte-Carlo. Ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans le module 4, c'est quelles sont les justifications théoriques pour cet échantillonnage Monte-Carlo, comment est-ce qu'on vient générer les échantillons eux-mêmes et quelles sont les limitations ou par exemple combien d'échantillons on va avoir besoin pour avoir une certaine précision, une certaine variabilité donnée sur notre estimation de la probabilité de défaillance. Donc, introduction de ce qu'on vient de voir ici. On va voir tout d'abord quels sont les fondements théoriques pour l'intégration par échantillonnage Monte-Carlo. On va faire un premier exemple d'application sur un cas log normal pour lequel on avait calculé dans le module 2 quelle était la probabilité de défaillance théorique. On va comparer ça en fonction du nombre d'échantillons. Ensuite, on va voir de façon absolue comment est-ce qu'on vient générer ces échantillons aléatoires. Et on va ensuite étendre ça à un cas d'application pour une densité de probabilité conjointe qui a été générée à partir d'une copule gaussienne, soit de la loi de Noether. Finalement, on va voir quels sont les cas qui nous limitent et qui vont venir justifier par la suite pourquoi est-ce qu'on doit avoir également d'autres méthodes, pourquoi est-ce que ça ne règle pas tout. Et c'est ce qu'on va voir par la suite, des méthodes analytiques qui vont être beaucoup plus rapides dans les cas limites aussi, pour lesquels la méthode de type Monte-Carlo ne fonctionnera pas. OK, donc on commence. Quels sont les fondements théoriques de notre méthode Monte-Carlo? Donc on va commencer en faisant un exemple d'introduction aux méthodes d'intégration numérique. OK, parce qu'on va voir, la méthode Monte-Carlo, fondamentalement, c'est une méthode d'intégration. Donc comment est-ce qu'on peut calculer le résultat d'intégrale à partir d'échantillons. Donc, c'est beaucoup plus général que la théorie de la fiabilité. Okay? C'est une méthode d'intégration qui est complètement générique, qui est applicable à tous les domaines. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on peut estimer l'incertitude, parce que
c'est toujours une approximation quand on va faire une intégration numérique. Okay? Il va toujours avoir une erreur d'approximation. Comment est-ce qu'on peut quantifier l'importance de cette erreur d'estimation? Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on peut estimer notre probabilité de défaillance et quelles vont être les propriétés de cet estimateur-là. Okay? Notamment, est-ce que ça va être un estimateur biaisé ou non? Et quelle va être l'incertitude associée à mon estimateur lui-même? On va revenir là-dessus. Donc, on va voir tout d'abord la justification ou les fondements théoriques derrière Monte-Carlo à partir de cet exemple théorique. Okay? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre estimation, notre échantillonnage Monte-Carlo de façon à venir estimer l'aire d'un cercle pour lequel on connaît déjà la réponse. Okay? On sait qu'à partir de pi r carré, on peut trouver l'aire d'un cercle ici qui a un diamètre de 1. Donc, ce qu'on veut faire, c'est voir comment est-ce qu'on peut approcher ce résultat théorique-là à partir d'échantillons. Donc, considérons un cercle qui a un diamètre de 1 unité, donc rayon de 0,5, donc qui va être défini par cette équation-là. Okay? Donc, x moins 0,5 au carré plus y moins 0,5 au carré est égal à mon rayon au carré 0,5. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se définir une fonction indicatrice. Donc, i, c'est ma fonction indicatrice qui est fonction de x et y, ma position dans ce diagramme-là. Okay? Donc, 1, ma fonction indicatrice va retourner 1 si je suis à l'intérieur du cercle, donc je suis à l'intérieur de mon r carré, et 0 si je suis à l'extérieur. Donc, là ici, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va se dire que l'aire de notre cercle, on va l'appeler P, ça va être l'intégrale sur tous mes x et sur tous mes y de ma fonction indicatrice fois une densité de probabilité. Donc, ça ici, c'est quoi? C'est équivalent à quoi? C'est équivalent dans cette formulation-là à l'espérance mathématique de ma fonction indicatrice qui prend à l'intérieur x et y des variables aléatoires. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir supposer que ma densité de probabilité conjointe ici est uniforme dans l'intervalle 0,1 pour x et uniforme dans l'intervalle 0,1 pour y. Okay? Donc, on va venir générer des échantillons aléatoires, un nombre m, qui vont avoir une densité de probabilité conjointe qui est uniforme, c'est-à-dire uniforme sur tout le domaine. Donc ça, c'est ce que je suis venu faire ici. Je suis venu générer 100 réalisations de cette loi uniforme. Et on voit que les points en rouge sont les points pour lesquels ma fonction indicatrice est égale à 1, c'est-à-dire sont à l'intérieur du cercle. Mes points en vert, ma fonction indicatrice est égale à 0, ils tombent à l'extérieur du cercle. Donc ici, on peut calculer P, qui va être l'aire de mon cercle, comme étant l'espérance mathématique de ma fonction indicatrice, où la position, la coordonnée en x, c'est une variable aléatoire, la coordonnée en y, c'est également une variable aléatoire. Donc ici, si j'ai m, mon nombre d'échantillons, qui est infini, okay? Mais la limite, lorsque mon nombre d'échantillons tend vers l'infini, cette aire de cercle va être 1 sur mon nombre d'échantillons, la sommation de ma fonction indicatrice, donc 1 ou 0, pour chacune des réalisations xi et yi, les coordonnées en x et y de chacun de mes points. Donc, en réalité, en pratique, je n'aurai jamais accès à une infinité de réalisations. Donc, ici, il faut dire que mon aire de cercle P n'est pas exactement égale à ma fonction indicatrice. C'est une approximation, donc celle-ci va être égale à mon estimateur. Donc, le chapeau ici vient représenter le fait que c'est une approximation de la réalité. Donc, ça va être égal à 1 sur m, où m n'est plus égal à l'infini, parce qu'en pratique, on ne pourra jamais générer une infinité de réalisations, la sommation de mes fonctions indicatrices pour chacune de mes réalisations. Donc, dans le cas qu'on voit ici l'exemple, j'ai généré 100 réalisations. Donc, pour ces 100 réalisations, il y en a 80 qui sont rouges, j'en ai 20 qui sont vertes. C'est-à-dire que je vais avoir une espérance mathématique de 0,8, mon ratio entre le nombre de points qui sont en rouge sur le nombre de points total. Pour référence, si je faisais pi r carré avec un rayon de 0,5, je peux calculer la réponse théorique qui me dit que l'aire du cercle ici qui me sert à générer ma fonction indicatrice est de 0,785. Donc dans le cas ici, je ne suis pas exactement sur la bonne réponse, mais je ne suis pas à côté non plus. Okay? Donc, qu'est-ce qui arrive si j'augmente mon nombre de réalisations? Donc, au lieu d'en avoir 100, j'en mets 1000. Donc, avec 1000 réalisations. Donc, ici, maintenant, j'ai une espérance mathématique de
0,759. Donc, c'est de dire que comme j'ai 1000 réalisations, je vais avoir 759 points rouges, le complément, donc 1000 moins 759 points verts. Donc, la réponse théorique 0.785, 0.759, on s'approche. Si au lieu de prendre 1000, j'en prends 10 000, avec 10 000 réalisations, 0.784 versus réalité 0.785, on voit qu'au fur et à mesure où je vais venir augmenter mon nombre de réalisations, je vais venir approcher asymptotiquement ma vraie réponse théorique. Donc, les propriétés de cette estimation, c'est tout d'abord que la qualité de mon estimateur Monte-Carlo, mon intégration Monte-Carlo, va dépendre du nombre d'échantillons que je vais venir prendre. Donc, plus je vais augmenter mon nombre d'échantillons, plus je vais tendre asymptotiquement vers la vraie réponse théorique. Ensuite, ce qu'il faut retenir, c'est que l'estimation va être indépendante du nombre de dimensions. Donc ici, j'avais deux dimensions, x et y, mais la beauté de cette intégration Monte-Carlo, c'est que la qualité de mon estimateur, ici, moi, ça c'est mon estimateur, est indépendante du nombre de dimensions. C'est ce qui va faire qu'on va pouvoir appliquer cette intégration Monte-Carlo en un très grand nombre de dimensions. Donc, il y a un autre aspect qu'il faut venir regarder ici, notamment, quelle va être la qualité de notre estimateur par rapport au nombre d'échantillons qu'on va prendre. De façon à explorer ça, ce qu'on va faire, on va répéter la même expérience qu'on vient de faire, mais on va venir fixer notre nombre de réalisations à 100. Okay? À chaque fois que je vais faire l'expérience, je vais me générer un ensemble de 100 réalisations. Donc, si je fais une première réalisation pour un ensemble de 100 échantillons, je vais avoir 82 échantillons qui sont en rouge, je vais en avoir ici 18 qui sont en vert, okay? Pour un total de 100. Mais ça, c'est pour mon premier échantillonnage. Je vais venir répéter exactement ce même exercice de générer un ensemble de 100 réalisations. Donc, qu'est-ce que je viens faire pour mon deuxième échantillon? Bien, en fait, cette fois-ci, j'en ai 73 qui sont dans mon domaine en rouge. J'en ai, bien, le complément, je vais en avoir 27 dans mon domaine en vert. Et je vais répéter ça, pas 5 fois, je vais le répéter ici 10 000 fois. Okay? Mon 10 millième, maintenant, j'en ai 77 dans mon cercle. J'en ai le complément, 23 en rouge. OK? Donc ici, si on vient tracer la distribution empirique à l'aide d'un histogramme de chacune de nos réalisations de cet estimateur, on voit que la réponse théorique, Pierre Carré, est indiquée par la ligne en rouge ici. Donc, on sait que ces réponses théoriques-là sont bornées entre 0 et 1, okay? Parce que l'aire totale dans laquelle on peut générer nos réalisations ont une aire de 1, et bien, la réponse devrait être entre 0 et 1. Donc ça, c'est mon axe de 0 et 1 ici. Et ce qu'on voit, c'est que l'histogramme ici représente la variabilité entre chacune de nos réalisations. Donc ce qu'on voit, c'est que dépendamment des réalisations qu'on génère, comme on a un petit nombre, simplement 100, dépendamment des sens qui sont d'un point de vue, il y en a plus, il y a quelques points de plus à l'intérieur du cercle, il y a quelques points de plus à l'extérieur du cercle, ça va causer une variabilité dans notre estimateur. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est qu'on va venir formuler analytiquement une réponse théorique pour cet estimateur. Donc, si on suppose qu'on va venir représenter notre fonction indicatrice i, qui est fonction de deux variables aléatoires, la position x et y, par une variable aléatoire de type Bernoulli, ça va être une variable z. Donc, la densité de probabilité de z, ça va être p, donc l'aire de notre cercle, puissance z, cette variable de type Bernoulli, fois 1 moins p puissance 1 moins z, donc où z est 0 ou 1, ça va être le nombre d'occurrences. Donc, je peux dire que cette densité de probabilité, ça va être la probabilité que z égale à 1 va être égale à p, la probabilité que z égale à 0, ça va être 1 moins p. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que la densité de probabilité pour l'aire, donc la densité de probabilité qui représente l'incertitude que j'ai sur l'aire réelle de mon cercle, tel qu'estimé à partir d'échantillons de Monte-Carlo, va être décrit par une loi de type bêta, okay? Où j'ai P puissance A-1 fois 1 moins P puissance B-1, et j'ai ici une constante de normalisation qui est ma fonction bêta, qui est fonction de ces mêmes paramètres A et B. Où P, ça va être entre 0 et 1, dans le cas ici, c'est l'aire de mon cercle, et où A,
c'est le nombre de réalisations où ma fonction indicatrice est égale à 1. B, c'est mon nombre de réalisations où ma fonction indicatrice est égale à 0. Okay? Donc, dans le cas ici, j'avais 80 points rouges, 20 points verts. Donc, A est égal à 80, B est égal à 20. Okay? Et cette fonction bêta, ça représente ma densité de probabilité pour l'air. Donc, ce qu'on faisait avant, en faisant simplement 80 sur 100, on obtenait un estimateur ponctuel. En utilisant cette loi bêta, je vais obtenir non seulement mon estimateur ponctuel, mais toute la distribution qui vient caractériser mon incertitude ici. OK? Donc, si on représente ça graphiquement, on voit ici, j'ai 84 points rouges, j'ai 16 points verts. Donc, A est égal à 84, B est égal à 16. Si on trace ma loi bêta pour ces deux paramètres-là, voilà la distribution. Okay? Ma réponse théorique Pierre Carré est ici. Et on voit que mon estimateur de 84 sur 100 est ici. Ça va être la moyenne de ma distribution. Et on voit que même si j'ai un nombre limité d'échantillons, mais ma loi bêta vient correctement caractériser l'incertitude autour de la valeur réelle. Si j'ai une deuxième réalisation, donc maintenant j'en ai 73, on voit que mon estimateur n'est pas le même, mais mon incertitude est correctement caractérisée par cette loi bêta. Un troisième, j'en ai maintenant 80, ça marche aussi. Donc ça, c'était pour les cas où on avait généré 100 échantillons. Donc qu'est-ce qui va se passer? Si j'augmente mon nombre d'échantillons, la précision de mon estimateur va venir augmenter et la variance représentée par ma loi bêta va venir diminuer. Donc si maintenant j'ai 1000 échantillons, j'en ai 782 en rouge, et j'ai le complément qui va être en vert, donc 1000 moins 782, donc A c'est 782, 1000 moins 782, ça va être mon paramètre B. On voit ici que ma variance est venue fortement diminuer. Mon estimateur est plus près de ma valeur réelle, ma variance diminue. OK? Ça, c'est ce qu'on veut obtenir. Deuxième réalisation, troisième réalisation. Donc, plus je vais augmenter, maintenant je suis rendu à 10 000, on voit que ma densité de probabilité est pratiquement écrasée sur elle-même. Et plus on va augmenter le nombre d'échantillons, plus on va converger asymptotiquement vers la valeur réelle. OK. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va voir comment est-ce qu'on peut appliquer cette intégration de type Monte-Carlo, mais cette fois-ci à l'estimation de notre probabilité de défaillance. Parce que comme on l'a dit plus tôt, à la fin, ce qu'on fait, c'est qu'on vient intégrer sur notre densité de probabilité conjointe dans notre domaine de défaillance. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose, mais cette fois-ci à partir d'échantillons. Donc, maintenant, ma fonction indicatrice, ça va être quoi? Au lieu d'être est-ce que j'appartiens ou j'appartiens pas à un cercle, c'est est-ce que j'appartiens ou j'appartiens pas au domaine de défaillance. Donc, ma fonction indicatrice, qui est fonction de chacune de mes variables x pour mon problème de fiabilité, ça va être égal à 1 si x appartient à oméga, mon domaine de défaillance, 0 sinon. Donc, l'espérance mathématique va venir calculer directement PF, ma probabilité de défaillance, c'est-à-dire l'intégrale de ma densité de probabilité conjointe sur mon domaine oméga. Donc, ici, ça va être l'intégrale sur oméga va être représentée ici par l'intégrale sur x, tout mon domaine, de la fonction indicatrice fois f de x. Et ça, c'est équivalent à l'espérance mathématique de ma fonction indicatrice, ce qu'on peut calculer avec une intégrale de type Monte-Carlo, qui va être égale à, comme on l'a vu précédemment pour le cas de l'aire du cercle, la limite lorsque mon nombre d'échantillons tend vers l'infini de 1 sur m, sommation de résultats de mes fonctions indicatrices. En pratique, on va mettre PF chapeau. Donc PF chapeau parce que c'est une estimation de la réalité, donc qui a été obtenue avec la méthode Monte-Carlo, qui va être égale à une approximation de l'espérance mathématique de ma fonction indicatrice, c'est-à-dire simplement 1 sur m, mon nombre d'échantillons, je fais la sommation de mes résultats de fonction indicatrice pour chacun de mes échantillons. Donc, je génère un échantillon rouge ici, la fonction indicatrice, c'est 1, plus 2, plus 0, parce que celui est vert. Okay? Je fais toujours sommer des 1 ou des 0, dépendamment si je suis dans ma domaine de défaillance ou à l'extérieur du domaine de défaillance. Donc, regardons maintenant quelles sont les propriétés de cet estimateur Monte-Carlo. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est calculer quelle est l'espérance mathématique de notre estimateur. Parce que ce qu'on avait vu plus tôt, c'est que cet estimateur-là a en fait une distribution. Okay? Celui-là est intrinsèquement incertain et va dépendre notamment du nombre d'échantillons. Donc, l'espérance mathématique de cet estimateur-là, qu'est-ce qu'on va faire?
on va venir calculer l'espérance mathématique de ce qu'on avait ici, où x, c'est une variable aléatoire. Donc ici, comme m, c'est une constante, je peux venir pousser mon espérance mathématique à l'intérieur de 1 sur m. Donc j'ai 1 sur m, la sommation de l'espérance mathématique pour la fonction indicatrice de xi. Comme toutes les xi sont les mêmes variables aléatoires, je vais avoir m fois l'espérance mathématique, m sur m, les m s'en vont. Donc l'espérance mathématique de mon estimateur est égale à l'espérance mathématique de la fonction indicatrice, et ça, par définition, c'est ma probabilité de défaillance. Donc ça nous permet de conclure que l'échantillonnage Monte-Carlo va conduire à un estimateur qui est non biaisé, parce que l'espérance mathématique de notre estimateur correspond bien à la quantité qu'on cherche à estimer. Ensuite, dans un deuxième temps, ce qu'on va regarder, c'est comment est-ce qu'on peut quantifier la variance de notre estimateur, la variance de notre PF chapeau. Ça fait la variance de 1 sur m, la sommation de ma fonction indicatrice. Et notez ici que les densités suivantes tiennent. La variance de ax plus b, où a et b sont des constantes, ça va être égal à a carré fois la variance de x. Donc, je peux dire ici que si je veux sortir mon 1 sur m de ma variance, ça va être 1 sur m carré, la sommation de i égale à 1 jusqu'à m, de ma variance de ma fonction indicatrice pour xi. Donc, ça va me donner 1 sur m carré fois, et là, je vais avoir ici m fois ma variance parce que x, ce sont les mêmes pour chacun des i. Donc, m sur m carré, ça va me donner 1 sur m, variance de ma fonction indicatrice. Donc ici, l'identité de la variance. Donc si on a simplement une variable z, donc la variance de z, ça va être l'espérance mathématique de z au carré moins l'espérance mathématique de z puissance 2. Okay? C'est ce qu'on a ici. On a 1 sur m qu'on avait ici devant la variance, l'espérance mathématique de ce que j'ai à l'intérieur au carré, moins l'espérance mathématique de ce que j'ai à l'intérieur, tout ça au carré. Donc, gardez en tête, ma fonction indicatrice peut prendre soit 1 ou 0. OK? Donc, 0 au carré, ça donne 0. 1 au carré, ça donne 1. Donc ici, ma fonction indicatrice au carré est égale à la fonction indicatrice. Et l'espérance mathématique de ma fonction indicatrice, c'est égal par définition à PF. Donc le terme à gauche ici, c'est PF. À droite, j'ai l'espérance mathématique de ma fonction indicatrice. Donc ce terme-là, c'est PF puissance 2. OK? Donc ça me donne PF moins PF au carré. Donc au global, on a pu déterminer que la variance de mon estimateur, ça va être 1 sur m, mon nombre d'échantillons, de ma probabilité de défaillance moins celle-ci au carré. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que la variance de mon estimateur, c'est-à-dire ce qui vient quantifier l'incertitude de mon estimateur Monte-Carlo, ça va être indépendant du nombre de dimensions ou du nombre de variables pour lesquelles je vais intégrer. Donc, le nombre de variables dans X. Et ça, c'est ce qui va nous permettre d'appliquer notre intégration Monte-Carlo à des problèmes qui sont en très grand nombre de dimensions. Donc, ça va dépendre de quoi cette incertitude sur mon estimateur, de m, mon nombre d'échantillons, et de ma probabilité de défaillance. Donc, on peut venir représenter ça d'une autre façon, en termes de coefficient de variation. Rappelez-vous, le coefficient de variation, c'est l'écart type sur la moyenne. Donc, je prends la variance que j'avais déjà calculée, je prends la racine carrée sur l'espérance mathématique. Donc, ça va être la racine de 1 sur m pf moins pf carré sur pf. Okay? Si on vient simplifier ça, ça donne la racine de 1 moins pf sur m, mon nombre d'échantillons, fois pf. Donc, on peut venir isoler dans cette relation-là m, de telle sorte à venir dire que mon nombre d'échantillons requis de façon à venir obtenir un coefficient de variation cible pour mon coefficient de variation. Donc, par exemple, je peux dire que je vais avoir un coefficient de variation limite de 10%. Ça veut dire que je peux accepter un écart type sur mon estimateur PF qui est 10% de ma probabilité de défaillance, PF. Okay? Dans ce cas-là, delta, ça va être 10%. PF, dépendamment de ce que c'est PF, ça sera estimé. Et M, ça va être mon nombre d'échantillons. Donc, imaginons que j'ai une structure pour laquelle j'attends avoir une probabilité de défaillance de 1 sur 10 000. OK? 10.4. Donc, dans ce cas-là, je vais mettre PF 10.4 et je vais avoir un estimateur qui est ici de 10%. Donc, 1 moins 10.4 sur 10.4 fois 0.1 au carré. Ça va me donner M, le nombre d'échantillons que je devrais générer de façon à atteindre cette précision. La quatrième façon de venir représenter la qualité de l'estimateur, ça va être à partir de la
loi bêta, comme on l'a vu il y a quelques diapositives. Donc, la densité de probabilité pour notre PF, notre estimateur, va être estimée ou va être représentée par la loi bêta. Okay? Où mon A, ici, c'est mon nombre de réalisations pour lesquelles ma fonction indicatrice est égale à 1, je suis dans mon domaine de défaillance. B, c'est mon nombre de réalisations pour lesquelles je suis dans mon domaine de survie. Et donc, à la fin, ce qu'on va venir représenter ici, c'est ma densité de probabilité qui décrit l'incertitude associée à mon estimateur Monte-Carlo. Et gardez en tête ici que l'espérance mathématique de cette loi bêta va être égale à notre estimateur PF et la variance va être égale à la même variance qu'on a calculée ici. Okay? Donc, les deux mêmes calculs qu'on a fait ici représentent les moyennes et les variances de ma loi bêta également. OK. Donc, appliquons ce qu'on vient de voir ensemble à un premier exemple relativement simple où on va faire l'hypothèse que nos deux variables sont log normal. Donc, on regarde le même problème de fiabilité composante où j'ai R, la résistance de ma barre, et j'ai S, sa sollicitation. Donc ici, R n'est pas représenté directement, on va utiliser une fonction d'état limite, de telle sorte que mon incertitude n'est pas sur la résistance elle-même, mais plutôt sur les D, les dimensions géométriques de la barre. Donc on va dire que les dimensions géométriques et la sollicitation sont deux variables log normales, décrites par moyenne écart type, moyenne écart type. Donc, on va dire que Fy, la limite élastique de ma barre, est déterministe de 300 mégapascales. D, ma dimension et la sollicitation appliquée, sont deux variables aléatoires qui sont statistiquement indépendantes. Donc, je peux venir formuler la résistance de ma barre en fonction de sa dimension comme étant D carré, l'aire de surface, fois ma limite élastique, Fy. Donc, ma fonction d'état limite G de X, ça va être la résistance qui est fonction de D, moins S. Ça, c'est ma fonction d'état limite. On avait vu ça en détail dans le module 2. Donc maintenant, ma probabilité de défaillance, ça va être l'intégrale sur ma densité de probabilité conjointe pour D et S sur mon domaine oméga, c'est-à-dire mon domaine de défaillance. Donc, on avait calculé au module 2 la réponse, donc dans l'exemple 2.2, la réponse théorique qui était de 0,0838. Donc ici, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on peut approcher ce résultat-là à partir d'échantillons Monte-Carlo. Donc ça ici, c'est ma densité de probabilité conjointe, mes densités de probabilité marginales, ma surface d'état limite, c'est-à-dire mon G de X est égal à 0, ce qui vient délimiter la frontière entre mon domaine de défaillance et mon domaine de survie. Et ce que je viens faire dans un premier temps, c'est que je viens générer 10 échantillons. Mes 10 échantillons sont représentés ici. Donc pour l'instant, mon estimateur Monte-Carlo est de 0,2. Pourquoi? Parce que j'ai 2 échantillons sur 10 qui sont dans mon domaine de défaillance, c'est-à-dire pour lesquels ma fonction indicatrice est égale à 1. Ici, mon coefficient de variation pour mon estimateur, qui vient représenter l'incertitude de mon estimateur, va être de 0,65. Ce 0,65, j'ai calculé ici à partir de ma formule, donc qu'on a développée ici, comme ceci. Donc, voilà pour ça. Et là, ce que je suis venu représenter sur les deux graphes en bas, c'est en fonction du nombre d'échantillons. Donc, je ne l'ai pas fait simplement pour 10, mais à chaque échantillon, je suis venu calculer en fonction du nombre de points rouges, du nombre de points verts, l'estimateur pour l'espérance mathématique de ma probabilité de défaillance. Et je suis venu calculer la même chose pour mon coefficient de variation. Donc, on voit qu'au départ, mon premier point est dans mon domaine de défaillance, donc c'est pour ça que j'avais 1. Et mon deuxième point, ici, à nombre d'échantillons égal à 2, il était dans mon domaine de survie, donc j'avais 0,5, et on voit l'évolution en fonction du nombre d'échantillons. Donc là, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on a peu d'échantillons. Qu'est-ce qui arrive si j'augmente mon nombre d'échantillons à 100? Donc j'ai maintenant 13 échantillons dans mon domaine de défaillance, 13 sur 100, ça donne mon estimateur pour la probabilité de défaillance. Pour référence, garde en tête, la probabilité théorique, c'est 0,838. Si on a calculé au fur et à mesure qu'on recevait l'échantillon notre espérance mathématique pour PF, on voit son évolution en fonction du nombre d'échantillons. La valeur théorique est en rouge ici. On voit que notre coefficient de variation est en train de se stabiliser doucement, mais il est encore très loin. 0,3, c'est pas très bon. Ça veut dire que si notre probabilité de défaillance est 0,8, donc environ 10%, ça veut dire que je pourrais avoir un écart type qui correspond à 0,3. Okay? Ce n'est pas une très bonne estimation encore. Si j'augmente à 1000, dans le cas ici, je vais avoir 790 points rouges pour 1000 points totaux. Mon coefficient de variation est d'environ 10%, c'est déjà beaucoup mieux, mais je ne suis pas encore sur ma valeur théorique. Si je vais augmenter à 10 000,
mais on voit ici maintenant que mon estimation est bien meilleure. Donc, j'ai 857 échantillons dans mon domaine de défaillance pour, pas 857, j'ai 8570 points dans mon domaine de défaillance pour 10 000 points totaux. Okay? On voit qu'on est vraiment en train d'osciller autour de la valeur exacte. Mon coefficient de variation qui était maintenant à 3%. Si je viens augmenter ça à 10 à la 7, c'est-à-dire 10 millions, non, plutôt 100 millions, dans ce cas-là, non, 10 millions, je vais avoir maintenant 0.838, ma probabilité réelle 0.838. On voit qu'on a convergé. Mon coefficient de variation est maintenant de 1 pour 1000. Okay? Donc, on voit qu'on va venir tendre asymptotiquement avec notre coefficient de variation qui tend asymptotiquement vers 0 au fur et à mesure où je viens augmenter mon nombre d'échantillons. Donc, ce qu'on va voir maintenant, la dernière partie théorique, c'est comment est-ce qu'on peut venir générer les échantillons eux-mêmes. Parce que là, on a fait l'hypothèse qu'on pouvait générer ces échantillons aléatoires. Mais comment est-ce qu'on fait pour tirer des nombres aléatoires à partir d'une loi uniforme, donc ce qu'on voit ici, loi uniforme, loi quelconque, multinormale ou loi natale. Donc, on va voir tout d'abord le premier cas. On veut tirer un nombre aléatoire d'une loi uniforme qui est dans le domaine 0 et 1. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser ça de façon à venir tirer un nombre aléatoire pour une densité de probabilité univariée quelconque. Une fois qu'on aura ça, on va pouvoir faire des nombres aléatoires pour une loi normale multivariée. Et une fois qu'on aura ça, comment est-ce qu'on peut, à la fin, venir tirer un échantillon pour une loi multivariée de type natal. Donc, première étape, comment est-ce qu'on vient générer un nombre aléatoire qui est uniformément distribué? Et à la fin, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on ne peut générer vraiment des nombres aléatoires que des nombres aléatoires uniformes. Donc, tout, ou du moins la très grande majorité des générateurs de nombres aléatoires se basent sur la génération de nombres aléatoires qui sont uniformes. Ensuite, ce qu'on va venir voir, c'est qu'on peut transformer ces nombres aléatoires en n'importe quelle distribution. Mais fondamentalement, les générateurs de nombres aléatoires sont des générateurs pour des lois uniformes. Donc, ici, la majorité des générateurs fonctionnent de la même façon. Il n'y en a pas qu'un. Donc, ça ici, ce qu'on va voir ensemble, c'est un générateur de base, mais ils fonctionnent à peu près tous sur le même principe. Okay? Ça va être un principe qui est récursif, où si je veux générer n nombres aléatoires, je vais avoir une variable intermédiaire x qui peut prendre n'importe quelle valeur. Okay? Je vais avoir a une constante fois x moins 1, l'échantillon aléatoire que j'ai généré au temps à l'itération précédente, plus b, une autre constante moins m, une autre constante. Ça ici, les crochets que j'ai par en bas, ça va être un arrondi à l'entier inférieur de ax moins 1 plus b divisé par m. Donc ça ici, c'est une variable intermédiaire et u, c'est la variable pour laquelle je veux qu'il y ait une distribution uniforme. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire xi sur m. Donc dans un cas comme celui-ci, on peut utiliser les constantes a129, b est égal à 1 et m a la particularité qui doit être un très très grand nombre. Okay? Parce que ça ici, ces nombres-là, qui sont aléatoires, ne sont pas vraiment aléatoires. Ils vont être pseudo-aléatoires. Excepté que la période de retour des nombres, sur laquelle on va revenir sur notre même nombre aléatoire, va être contrôlée par m. Donc si on prend un m qui est suffisamment grand, on n'aura jamais de retour sur le cycle des nombres aléatoires qu'on va venir générer. Donc ça, c'est ce qui est derrière les commandes dans MATLAB, dans Python, dans Octave, qui vont venir générer des nombres aléatoires. Donc quand vous faites un rand de n par m dans MATLAB, vous allez venir générer une matrice de n rangée par m colonnes de nombres aléatoires, mais c'est un nombre ou un algorithme récursif comme celui-ci qui est à l'intérieur. Donc si par exemple on génère, par exemple, si probablement 1 million de nombres aléatoires, et je trace mon histogramme, on va voir que ceux-ci sont bel et bien uniformément distribués. Donc, dans une deuxième étape, maintenant qu'on a vu qu'on pouvait générer des nombres aléatoires uniformes, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser ce générateur de nombres aléatoires uniformes de façon à venir tirer des échantillons à partir de n'importe quelle distribution marginale. Donc, soit une variable aléatoire x ayant une densité de probabilité marginale f de x et une fonction de répartition, un CDF grand F de x. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir égaler notre variable aléatoire uniforme à ce CDF.
OK? Donc ça veut dire quoi? On va faire l'hypothèse que notre CDF est distribué comme la loi uniforme, de telle sorte qu'on va pouvoir retrouver notre coordonnée x dans l'espace qui nous intéresse en prenant le CDF inverse de chacune de nos réalisations uniformes. C'est-à-dire ici, j'ai des réalisations uniformes sur l'axe vertical, je vais venir faire le CDF inverse, ça veut dire des réalisations dans l'espace x. Et donc, si on voit ici que l'histogramme de mes réalisations était uniforme, l'histogramme de mes réalisations transformées et maintenant suit la loi normale, parce que j'avais ici un CDF qui est normal. Donc, si on regarde ici, donc je vais commencer par exemple en générant une seule réalisation. On voit que j'ai généré une réalisation uniforme ici. Je viens la passer dans mon CDF inverse. On voit la réalisation. OK? Donc, si au lieu d'en prendre une, j'en prends 10. OK? On voit chacune des 10 échantillons ont été transformés à l'inverse. Ça a toujours pas l'air d'une loi normale. OK? Voici, j'en prends 100. OK? On voit qu'il commence à y avoir une concentration du contenu de probabilité ici. On voit qu'on commence à avoir l'air uniforme. Si j'en prends 1000, OK, un peu mieux si j'en prends 10 000. Donc, on voit au fur et à mesure où j'augmente mon échantillon, on voit que j'ai bel et bien ici une densité de probabilité qui est uniforme pour U et qui va tendre vers mon PDF théorique en rouge ici pour X. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut, à partir de nombres aléatoires qui ont été générés uniformément, en prenant l'inverse de mon CDF pour la distribution qui nous intéresse, générer des nombres aléatoires qui ont n'importe quelle distribution. Donc, troisième cas, on va venir générer des nombres aléatoires à partir d'une densité de probabilité conjointe qui va être multinormale. Donc, rappelez-vous, qui va être paramétrée par un vecteur de valeur moyenne et une matrice de covariance. Donc, la procédure pour faire ça, on va tout d'abord venir décomposer notre matrice de covariance sigma xx en, on sait qu'on a une matrice d'écart type, donc les écarts types sur la diagonale principale 0 partout ailleurs, et une matrice de corrélation. Donc, il va avoir 1 sur la diagonale, les coefficients de corrélation sur les termes hors diagonaux qui va être symétrique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir décomposer ma matrice de corrélation en une matrice triangulaire inférieure et supérieure parce que je prends la transposée. Et ça, c'est la décomposition de Cholesky de ma matrice de corrélation. Donc, dans MATLAB, c'est simple, on fait Chol de ma matrice de corrélation transposée, ça va donner ma matrice L qui va être une matrice triangulaire inférieure ici. Donc, si je veux générer des échantillons X qui vont être normaux multivariés, je vais commencer par générer des nombres qui sont multivariés, mais indépendants. C'est-à-dire que je vais générer chacune de mes variables Y une à une, dimension par dimension. Okay? Donc, je vais avoir qui va être multivarié, mais indépendant. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une transformation qui va venir appliquer la corrélation et le facteur d'échelle qui est dans ma matrice d'écart type, associé avec ma matrice sigma. C'est-à-dire mes échantillons xi qui sont tirés de cette loi normale multivariée, ça va être ma matrice qui va être ma décomposition de Cholesky fois ma matrice d'écart type fois yi, mes échantillons qui sont normaux indépendants, donc, et ici, normaux indépendants et centré réduit, donc j'avais voulu le dire, ma matrice identité ici, donc moyenne de 0 écart type de 1, plus ma moyenne. Donc ça, c'est ce qui va me permettre de générer des nombres aléatoires normaux multivariés. Une fois qu'on a ça, on a tout en main de façon à venir générer les nombres qui vont nous intéresser, notamment des nombres qui vont être tirés d'une densité de probabilité multivariée de type natal. OK? Donc, je vais avoir un vecteur de variables aléatoires, de n variables aléatoires, qui ont une densité de probabilité conjointe de type natal. OK? Et je connais également les fonctions de répartition marginale pour chacune de ces variables aléatoires. Donc, de façon à générer un échantillon, un vecteur de réalisation multivarié, ce que je vais faire, c'est que je vais tout d'abord générer un ensemble d'échantillons normaux multivariés dans mon espace normal centré réduit corrélé, c'est-à-dire qu'ils vont être normaux, moyenne de 0 et matrice de covariance R0, qui va être ma matrice de covariance dans l'espace normal centré réduit pour ma loi NATAF. Donc, rappelez-vous, la loi NATAF, on a vu ça dans le module 3. Donc, R0, ça va être ma matrice de corrélation pour mes variables intermédiaires Z. Ensuite, ce que je vais venir faire,
c'est qu'une fois que j'ai mes échantillons ZI qui sont normaux multivariés corrélés, qu'on aura vu avec la même méthode qu'on a vue au point 3 pour générer des nombres aléatoires normaux multivariés, je vais simplement faire une transformation 1 à 1 pour chacune de mes dimensions. En disant ZI qui est normal multivarié corrélé, je vais faire le CDF inverse pour la dimension correspondante de mon CDF pour Z. Okay? C'est simplement ma loi de transformation qu'on avait vue dans le module 3 pour ma loi de Natal. Donc, en transformant des nombres aléatoires normaux multivariés corrélés dans mon espace original, je vais avoir mes échantillons qui m'intéressent. Donc, on va mettre ça en pratique. Comment est-ce qu'on peut utiliser la loi NATAF de façon à venir calculer, du moins comment on peut plutôt venir utiliser notre échantillonnage Monte-Carlo de façon à venir calculer notre probabilité de défaillance dans un cas où ma densité de probabilité conjointe est définie à partir d'une loi NATAF, c'est-à-dire d'un copule gaussien. Donc, on va regarder la définition du problème, comment est-ce qu'on transforme nos PDF marginaux, comment est-ce qu'on regarde les propriétés spécifiques, comment est-ce qu'on bâtit notre densité de probabilité conjointe et finalement, comment est-ce qu'on estime notre probabilité de défaillance. Donc, on a encore le même problème qu'on avait précédemment, mais cette fois-ci, on va dire que x1 qui représente ma dimension, ça va être une loi log normale, et x2 qui représente ma sollicitation, ça va être une loi Gumbel. Ou je dis que ma densité de probabilité conjointe va être de type NATAF, et pour laquelle je sais que ma corrélation entre D et S, je la suppose égale à 0,3. J'ai les mêmes paramètres que lorsqu'on avait défini précédemment. Donc, mon vecteur de variable aléatoire x va être composé de D et S, la dimension de ma barre et S est la sollicitation. Mon vecteur de valeur moyenne mx, ça va être 10 et 15. Ici, j'ai ma fonction d'état limite qui va être définie par r de x moins s, où r de x est la dimension de ma barre fois fy, donc l'aire de surface fois fy, et s la sollicitation qui est définie directement. Donc, à partir des données du problème, je peux dire que x1 suit une densité de probabilité marginale qui est log normale. Je peux venir transformer les moyennes et écarts types dans l'espace original dans les paramètres qui vont être lambda et zeta, donc la moyenne dans l'espace log et l'écart dans l'espace log, en suivant les formules qu'on a vues ensemble dans le module 1. Donc, ça va me donner 2,28 et 0,2. Je fais la même chose pour une loi de type Gumbel, donc des lois de type valeur extrême de type 1. Donc ici, j'ai la formulation pour mon PDF, formulation pour mon CDF, les deux paramètres sont mu et bêta, et à partir des formules qu'on a vues ensemble, on a deux équations, deux inconnues, je peux résoudre ce système-là, ou à partir de mu et sigma, je peux venir isoler bêta et gamma, qui vont donner mu qui va être non, gamma c'est une constante, c'est plutôt mu et bêta les paramètres. Donc si je viens isoler mu et bêta, ça donne 12,8 et 3,9. Donc maintenant, je suis à l'étape de venir formuler ma densité de probabilité conjointe. Donc on a vu qu'à partir d'une loi NATAF, ma densité de probabilité conjointe, ça va être une densité de probabilité normale centrée réduite corrélée multivariée, fois le produit des PDF marginaux sur les PDF normaux centrés réduits marginaux. Ici, petite coquille, ça devrait être un x minuscule. Ce n'est pas une variable aléatoire. Donc, dernière étape qu'on a besoin, c'est pour formuler ce R0, ma matrice de corrélation dans l'espace normal centré réduit corrélé, on doit calculer notre coefficient de corrélation, qui est fonction ici de mon coefficient de corrélation dans l'espace original, delta x1, et c'est tout. Donc, delta x1 qui va être mon coefficient de variation pour x1. Donc, le résultat, on a 0,31. Parfait. Donc, ma matrice R0, c'est 1 sur la diagonale 0,31 de part et d'autre. Donc, et pour passer de l'espace Z à l'espace X, rappelez-vous, ça va être les CDF de X1 inverse, CDF normal centré réduit de Z1, CDF inverse pour X2, Gumbel, CDF de Z2. Okay? C'est deux transformations une à une pour ma loi log normale, pour ma loi Gumbel. Donc, c'est tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ici générer des nombres aléatoires NATAF? Je vais générer des nombres aléatoires qui sont normaux multivariés avec matrice de corrélation R0. Une fois que j'ai ces transformations-là, je prends les réalisations une à une et je les retransforme dans mon espace X. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder est-ce que si j'évalue g de x, ma fonction d'état limite, est-ce que je suis plus petit que 0? Si oui, ça me donne une fonction d'indicatrice qui est égale à 1.
Sinon, notre fonction indicatrice est égale à 0. Et tout ce que je fais, c'est que je viens compter la somme de mes fonctions indicatrices sur mon nombre total d'échantillons. Donc, si on regarde par le pseudocode MATLAB ici, de façon à venir calculer ou de venir estimer notre probabilité de défaillance, je peux faire ici mes transformations de l'espace Z à l'espace X en utilisant des fonctions arrobas, des handle functions. Donc, je vais faire mon CDF inverse log normal du CDF normal pour Z1. Donc, CDF normal, c'est directement moyenne de 0 et quartile de 1, où j'ai les paramètres de ma distribution. Ici, pour ma transformation pour ma deuxième variable, CDF inverse pour GEV, Generalized Extreme Value, du CDF normal centré réduit pour Z2, mes deux paramètres, parfait. Et tout ce que je vais venir faire, je vais venir concaténer ces deux transformations dans un même vecteur, où je prends en entrée deux réalisations, Z1, Z2, qui sont normales multivariées corrélées, et la sortie, ça va être des échantillons normaux multivariés dans mon espace original pour X. Donc si je me définis mon nombre d'échantillons comme étant, par exemple, 10 millions, et ce que je fais, c'est que je génère des nombres multivariés qui vont avoir une moyenne de 0, matrice de corrélation R0. Donc, et ce que je fais, c'est que je transforme ces résultats, ces nombres multivariés, donc des couples de deux échantillons, vers mon espace X. J'évalue X dans ma fonction d'état limite. Si g de X est plus petit ou égal à 0, ma fonction indicatrice va retourner 1, sinon elle va retourner 0. Mon estimateur Monte Carlo, ça va être quoi? Ça va être la somme de mes valeurs de fonction indicatrice, donc soit des 1, soit des 0, sur mon nombre total d'échantillons. Donc, la force de la méthode Monte Carlo, c'est qu'elle est extrêmement simple. Okay? En quelques lignes comme ça, on peut venir de façon générale calculer la probabilité de défaillance pour n'importe quel problème. Et on sait que si on augmente suffisamment notre nombre d'échantillons, on va venir converger toujours à la valeur réelle. Et ça, c'est ce qui nous intéresse. Donc, et c'est pour ça qu'on va voir souvent la méthode Monte Carlo est utilisée comme référence de façon à comparer la performance des autres méthodes. On va voir qu'il y a certaines limitations par rapport à ça. On va revenir là-dessus dans quelques minutes. Donc, si on regarde le résultat ici de notre analyse, on peut voir que pour 10 millions d'échantillons, on a une probabilité de défaillance Monte Carlo de 0,049. Donc, le nombre de points rouges sur 10 millions, c'est ce qui va donner notre point 0,49. Et notre coefficient de variation ici pour notre estimateur est d'environ 1 pour 1000. Donc, on voit ici qu'on a pris un nombre d'échantillons qui va être suffisant compte tenu de la probabilité de défaillance ici, de façon à s'assurer que notre variabilité dans notre estimateur de 0,049 est limitée. Okay? Donc, si on regarde, on a vu les forces de la méthode Monte Carlo, quelles sont maintenant les limitations et quelles sont les solutions potentielles à ces limitations. Donc, le plus grand problème, en fait, des méthodes Monte Carlo, c'est qu'il va survenir lorsque le calcul de notre fonction d'état limite g de x va venir impliquer des modèles complexes. Donc, par exemple, dans le cas des structures, un modèle élément fini comme celui-ci. Donc, si l'évaluation de ma fonction d'état limite, puisque celle-ci peut impliquer, par exemple, un modèle autant au niveau de la détermination de la résistance que de la sollicitation, mais si l'évaluation de ce modèle-là prend de l'ordre de plus grand que 1 millième de seconde, ou si ma probabilité de défaillance est beaucoup plus petite que 1%, donc je veux évaluer la probabilité de défaillance pour des événements qui sont rares, comme ce qui nous intéresse dans le cas des structures, eh bien, il sera plus pratique de venir évaluer un nombre d'échantillons suffisant. Okay? Donc, on a vu plutôt que le nombre d'échantillons requis en fonction du coefficient de variation cible, c'est 1 moins PF sur PF fois delta carré. Donc, si on vient tracer la surface pour représenter cette formule-là, ça a l'air de ceci. Donc, à gauche et à droite, ce sont les mêmes résultats. On a sur l'axe ici la probabilité de défaillance. On a sur l'axe ici notre delta, notre coefficient de variation qu'on cherche. Donc, ici, on a notre probabilité de défaillance en échelle logarithmique. Sur l'axe vertical, on a notre coefficient de variation. Donc, si on voit que si on cherche une probabilité de défaillance qui est de l'ordre de 0,5 et qu'on veut un coefficient de variation ici qui est de l'ordre de 10%, mais sans échantillon, c'est suffisant. Okay? Donc, pour des probabilités de défaillance qui sont élevées, on a besoin de peu d'échantillons de façon à avoir une incertitude qui est caractérisée par mon coefficient de variation qui est relativement faible. Si je veux une probabilité de défaillance qui est maintenant de l'ordre de 1%, okay? Je veux ce même coefficient de variation de 10%, je vais être autour de 100 000 échantillons. Okay? Si maintenant je veux être à 10 moins 6, mais là on voit que pour avoir un coefficient de variation de 10%,
je suis plutôt à 10 puissance 8, je crois. Ça commence à vraiment exploser. Si je veux avoir un coefficient de variation de 0,05 pour 10 moins 6, mon nombre explose. Donc, on voit ici que je n'ai même pas représenté les contours. Pourquoi? Parce qu'en fait, le nombre d'échantillons devient énorme. Okay? On ne peut pas s'attendre à pouvoir générer un nombre d'échantillons suffisant dans le coin ici. Et malheureusement, ce qui arrive souvent, c'est qu'on cherche des probabilités de différence ici qui sont autour de 10-4 et on peut chercher des coefficients de variation qui sont entre, disons, 1 et 5 ici. Donc, le nombre d'échantillons à générer est conséquent, de l'ordre de la centaine de millions d'échantillons, ce qui peut être prohibitif en termes de temps de calcul. Ça veut dire qu'on va devoir évaluer 100 millions de fois notre modèle, ce qui peut, dans plusieurs cas pratiques, ne pas être possible. Donc, c'est quoi les solutions qui se présentent à nous lorsque le temps d'évaluation de notre fonction d'état limite dépasse 1 millième de seconde ou notre probabilité de différence est fortement supérieure à 1%. Donc, c'est ce qu'on va voir dans les prochains modules, les modules 5 à 7, les approximations analytiques qui vont pouvoir être faites de façon quasi instantanée à partir d'un très faible nombre d'évaluations de notre fonction d'état limite. Okay? C'est ce qu'on va voir avec First Order Second Moment, First Order Reliability Method et Second Order Reliability Method. C'est les méthodes qui vont être également approximatives, mais qui vont être beaucoup plus rapides que l'approche Monte-Carlo. Donc, ce n'est pas dit qu'on ne peut pas utiliser des approches d'échantillonnage. Ce qu'on vient de voir ensemble comme étant l'échantillonnage Monte-Carlo, c'est la méthode de base, okay? Vraiment la méthode fondamentale. Mais il existe plusieurs techniques avancées qui vont nous permettre d'accélérer le calcul, c'est-à-dire de venir obtenir la même variance associée avec notre estimateur, mais cette fois-ci avec un nombre restreint d'échantillons. Donc, on va couvrir ça dans le module 12, notamment avec les méthodes d'échantillonnage par importance, échantillonnage directionnel, les méthodes Lasserre. Il existe une panoplie de méthodes dans la littérature de façon à venir accélérer le calcul. Donc, en résumé, ce qu'on a vu ensemble, c'est que l'échantillonnage Monte-Carlo, c'est en fait une méthode d'intégration numérique qui va nous permettre de venir estimer notre probabilité de différence parce qu'intrinsèquement, le calcul d'une probabilité de différence, c'est l'intégration de ma densité de probabilité conjointe de mes variables sur mon domaine de défaillance. Donc, mon intégration ou mon estimateur pour ma probabilité de défaillance, mon estimateur Monte-Carlo, c'est un estimateur parce que je n'ai pas un m, un nombre d'échantillons qui est infini. Ça va être 1 sur m, la somme de, pour chacune de mes réalisations x, quelle était la valeur de ma fonction indicatrice. Donc, la clé de cette méthode-là, c'est que la qualité de mon estimateur va être indépendante du nombre de variables aléatoires. Okay? Ici, la variance, ou ce qui va quantifier la qualité de mon estimateur, ça va être la variance de cet estimateur-là. Ça va être 1 sur m, mon nombre d'échantillons, de pf moins pf au carré. Okay? Donc, la variance de mon estimateur est fonction du nombre d'échantillons qui a été pris, ainsi que de la probabilité de défaillance que j'essaie d'estimer. Et on voit ici que cette variance-là est indépendante du nombre de variables aléatoires. C'est ce qui nous permet d'appliquer la méthode Monte-Carlo en un très grand nombre de dimensions. Si on veut venir renverser cette relation-là, on peut définir M, le nombre d'échantillons requis, de façon à venir caractériser avec un certain coefficient de variation une probabilité de défaillance cible. Donc, on peut venir modéliser de façon explicite plutôt que de représenter simplement la moyenne et la variance de notre estimateur. On peut venir caractériser toute la distribution de cette probabilité de défaillance à partir d'une loi bêta, où les paramètres A et B sont le nombre de réalisations pour lesquelles ma fonction indicatrice est égale à 1, c'est dans le cas de A, et B, ça va être le nombre de réalisations pour lesquelles je suis dans mon domaine de défaillance. Okay? Donc, A, le nombre de réalisations dans mon domaine de survie, B, mon nombre de réalisations dans mon domaine de défaillance. Et ici, cette distribution-là vient décrire explicitement l'incertitude associée à mon estimateur Monte-Carlo. Le moins j'ai d'échantillons, plus j'aurai de dispersion. Le plus je vais augmenter mon nombre d'échantillons, le plus je vais venir converger, la distribution va venir s'écraser sur elle-même. Et finalement, gardez en tête la limitation principale de l'approche Monte-Carlo de base qu'on vient de voir ici, c'est que l'application est limitée lorsque le temps d'évaluation de ma fonction d'état limite dépasse même le millième ou le centième de seconde. Parce que si, dans le contexte des structures, je cherche à évaluer une probabilité de différence qui est de l'ordre de 10-4, eh bien, le nombre d'échantillons requis de façon à avoir un coefficient de variation qui est raisonnable, donc autour de 1 à 5%,
eh bien, va faire intervenir des millions de réalisations. Okay? Ce qui n'est pas toujours possible d'évaluer des millions de réalisations, puisque l'évaluation de chacune de mes fonctionnalités remote peut être coûteuse au niveau numérique. Donc, c'est ce qu'on va venir dépasser comme limitation dans les prochains modules à l'aide des méthodes analytiques d'estimation pour les probabilités de défaillance, et on va revenir vers la fin du cours aux méthodes d'échantillonnage avancées qui vont nous permettre également de dépasser ces limites-là, notamment à partir de l'échantillonnage par importance.